Bonjour. Je voulais vous parler aujourd'hui de mon travail sur Marthe Robin et du livre qui en a découlé. Je me présente rapidement, je suis médecin généraliste, addictologue, donc je me suis occupée des toxicomanes et surtout des alcooliques pendant ma carrière de médecin généraliste. Je suis également catholique et très investie dans ma paroisse. J'ai entendu parler de Marthe Robin comme beaucoup de catholiques au début des années 80. J'avais alors une vingtaine d'années, je faisais mes études. Je participais à un groupe de prière tenu par la communauté de l'Emmanuel qui m'a beaucoup apporté pour ma construction spirituelle. Et naturellement, dans ce milieu charismatique, on parlait de Marthe Robin. Pas tous les jours, c'est pas naturellement, mais on en a entendu parler et c'était quasiment le miracle permanent. Cette femme qui avait vécu sans manger, sans dormir, sans boire, en revivant la passion du Christ tous les vendredis, c'était quasiment la preuve par A plus B que Dieu existait et qui pouvait se manifester dans notre vie. J'ai envie de dire quoi de plus confortable quand on est jeune et en pleine construction. Je suis restée, j'allais dire, assez à distance pendant toute ma vie de cette spiritualité, car ma formation de médecin et mon expérience personnelle ne m'aidaient pas à vous trouver en Marthe Robin une spiritualité qui m'aidait. J'ai toujours perçu dans le Christ quelqu'un qui chemine avec nous pour nous aider à dépasser nos difficultés, à les supporter quand on ne peut pas faire autrement, mais sur un mode très positif et autant que possible, assumer notre libre arbitre voulu par Dieu pour nous soigner le mieux possible, trouver notre autonomie et vivre heureux au maximum. Et donc cette idée que le Christ pouvait la crucifier toutes les semaines pour compléter dans sa chair ce qui manquait à sa passion était quelque chose qui me dégoûtait un peu. Alors j'ai conclu pendant des années que c'était mon immaturité spirituelle qui m'empêchait de comprendre les grâces dont elle vivait. Et puis, comme vous le savez tous, en octobre 2020, l'Ordre des Carmes a publié le livre du père Conrad de Mester. J'ai appris l'existence de ce livre parce que mon mari m'a appelé à l'étage en me disant « Elisabeth, tu connaissais Marthe Robin ?» Lui fait partie de ces catholiques, j'allais dire, pas du tout charismatiques, mais qui ont une foi très solide, qui n'avaient jamais entendu parler de Marthe Robin avant que moi-même je lui en parle. Et il me crie du haut de l'escalier « Tu sais que c'était une fraudeuse, tout ce qu'elle a fait était faux. » Je dois vous dire que sur le moment, j'ai été rassurée. Voilà. Que le Christ n'ait pas passé tous ses vendredis à la crucifier m'arrangeait très bien. Et puis les choses auraient pu en rester là. Mais j'ai une de mes très bonnes amies qui s'est engagée dans un foyer de charité. C'est une femme extrêmement honnête, extrêmement pieuse, extrêmement sincère, qui s'est engagée dans les foyers pour évangéliser, pour servir des retraitants pour qu'ils découvrent le Christ. Et je me suis rendu compte en lui parlant qu'effectivement la crise dans laquelle étaient les foyers était quelque chose qui allait les conduire à leur ruine et à leur disparition. J'ai alors voulu comprendre ce qui s'était passé pour qu'il y ait une telle erreur d'appréciation dans l'Église face à un cas où le merveilleux affluait à chaque pas. Alors j'ai commencé par lire le livre de Conrad de Mester, excellent livre que je peux que vous recommander. J'ai constaté assez vite sur les forums qu'en fait les gens qui critiquaient de Mester ne l'avaient pas lu. C'est assez impressionnant. Et puis alors j'ai vu que le père Pérouse, qui a été le postulateur de la cause de Marthe Robin pendant très longtemps, préparait une réponse à de Mester. Et dans la vidéo de présentation, il disait explicitement qu'il ne l'avait pas lu pour ne pas être en colère après lui. J'ai trouvé que c'était assez extraordinaire de répondre à un homme qu'on n'avait pas lu. Voilà. Et puis le père Vignon a répondu également à de Mester, toujours sans l'avoir lu. Ça m'a un tout petit peu amusée. Je dois dire qu'en lisant de Mester, j'ai eu peur. Et à des moments, j'étais vraiment terrifiée. J'ai découvert des choses que je n'avais jamais entendues sur Marthe Robin. Le fait qu'elle était vue la nuit ramper dans la cuisine. Le fait que son frère se soit suicidé, je dois dire que je suis tombée de l'armoire. La plus grande sainte de tous les temps qui a vécu toute sa vie avec son frère et il finit une balle dans la tête à l'étage au-dessus d'elle et elle n'a rien vu. J'ai donc lu tous les livres sortis sur Marthe Robin, le livre de Jean-Jacques Antier, le journal spirituel de Marthe Robin, un pavé. Si vous avez envie de vous endormir le soir, lisez-le.
comme prose bigote et redondante, on ne fait pas mieux. Les passions de Marthe Robin, selon le journal de son directeur spirituel à l'époque, l'abbé Faure. Et j'ai eu l'extrême chance, après quelques recherches, de retrouver le livre autobiographique de la voisine de Marthe Robin. Une vie choisie, Marie-Rose Achard. Il y a 2 tomes, mais c'est surtout le premier qui est intéressant. Ensuite, mes parents étaient historiens. Donc même si moi-même je n'ai pas fait d'études d'histoire, ce que certains vont certainement me reprocher, j'ai quand même quelques idées de la façon dont on travaille. Les archives de l'état civil sont toujours ouvertes 1 siècle après les événements. Et donc la jeunesse de Marthe Robin et celle de sa famille, on va dire qu'il commence vers 1890 et sa jeunesse jusqu'à 1920, sont accessibles maintenant les archives sont ouvertes 1 siècle après les faits. Et donc en 2021, j'ai eu accès aux archives de 1890 jusqu'en 1920. Je regardais tout ce qui concernait ses frères et sœurs, ses parents, ses voisins, ses amis qui étaient identifiés. J'ai lu donc leur acte de naissance, leur acte de mariage, leur acte de décès. Il y a beaucoup d'informations dans les archives. Il n'y a pas que il est mort à telle date, il est né à telle date. Il y a des informations du contexte. Et je me suis rendu compte, en fait, après avoir compilé de multiples événements, qu'il y avait des choses qui sonnaient faux. On m'avait dit telle chose sur telle période, et puis un autre me disait telle autre. Et je me disais, mais... Par exemple, l'année 1928. Je vais vous en parler un tout petit peu plus, pour que vous ayez une idée de ma méthode de travail. Je la résume dans mon livre. Vous voyez, j'ai puisé, en fait, dans plusieurs supports qui nous disaient des choses différentes. Par exemple, dans le livre de Jean-Jacques Antier, on nous parle d'une attaque démoniaque que Marthe Robin aurait subie en 1928. Dans le livre de Demester, on nous parle de son courrier à Madame de la Tour, qui est une de ses très bonnes amies, dans lequel elle raconte que l'électricité s'installe chez elle. Il y a énormément de livres qui ont parlé de Marthe Robin. Une vraie pile, mais j'ai tout lu. Voilà, la pile de bouquins est ramassée. Donc, je vais vous lire ce que j'ai écrit sur l'année 1928 pour que vous vous rendiez compte qu'en fait, tous les biographes qui nous ont parlé de Marthe Robin n'ont pas fait un travail sérieux. Ils ont parlé, par exemple, de ces attaques démoniaques ou de ces éléments spirituels tout à fait miraculeux. Par moments, ils nous parlent de son état de santé, de ses maladies. À d'autres moments, ils nous parlent d'événements qui touchent ses proches, le mariage de sa sœur, son père qui décède, etc. Mais aucun d'eux n'a fait de lecture suivie de tous ces événements. Et donc, je vais vous parler de l'année 1928 parce qu'il y a là une année très emblématique de ce qu'a été le mauvais travail de compréhension de ce qu'a été la vie de Marthe Robin. Vous voyez, dans le journal à la date du 28 mars 1930, Marthe Robin écrit « Il y a 2 ans, donc en 1928, je souhaitais vivement mourir. » Donc nous allons considérer cette année, qui est effectivement très importante. Demester nous parle d'une lettre qu'elle écrit à une de ses amies, donc Madame de la Tour. Nous sommes depuis une semaine en pleine installation électrique et tout se fatras et cause de ce surcroît de douleur. C'est un jeune homme de Châteauneuf qui fait l'installation. Je ne le connaissais pas, ses parents sont rentrés ici que depuis quelques années. Il fume la pipe du matin au soir, mais pas quand il est avec moi, c'est sûr. J'étais un peu ennuyée de cette hôte dans ma chambre et je m'effrayais d'avance. Mais je vous dirai que tout s'est bien passé. Il est très bon, très bien élevé, causant avec art. Oh, dites, en voilà des qualités. Un jour quand même, nous nous sommes brouillés, mais la paix est conclue depuis hier, alors tout va bien. Voilà Marthe Robin, donc, qui rencontre ce jeune homme, qui est juste électricien, qui vient installer l'électricité dans la ferme. Voilà. En mars 28, il termine le travail, donc on peut dire qu'il est venu pendant 1 mois régulièrement à la ferme. Mais les choses ne s'arrêtent pas là. On se rend compte dans le courrier à Madame de la Tour, qui se trouve chez Demester, que Louis Mondet, le jeune électricien, revient régulièrement à la ferme pour discuter avec Marthe. Si vous connaissez la situation des lieux,
vous savez que Châteauneuf-de-Galor est un gros bourg en fond de vallée et qu'il faut monter une petite côte assez tranquille en pleine campagne sur 2 kilomètres pour arriver à la ferme de Marthe-Robin. Juste à côté de sa ferme, il y a la ferme mitoyenne d'un cousin éloigné, une autre ferme Robin, et puis à moins de 100 mètres de là, la ferme des Achards. Donc c'est un hameau de 3 fermes qui vit au milieu de nulle part, à 2 kilomètres de Châteauneuf-de-Galor. Et voilà donc Louis Mondé qui vient régulièrement voir Marthe. Et elle écrit à Madame de Latour « Merci encore au nom de la grande joie que j'ai ressentie et pour celle que j'ai pu procurer. Le jeune homme était ravi, il a eu à votre égard un respectueux remerciement, il était vraiment content, très content. » Donc Marthe Robin qui a créé un commerce de pipes et de baromètres avec Madame de Latour, en fait a offert une pipe à Louis Mondé. Elle va même lui en offrir une seconde, ce qui est la preuve qu'en fait il revient souvent la voir. Elle écrit « Puisque vous me permettez de donner 2 pipes à Monsieur Mondé, je lui donnerai la seconde quand je vous en commanderai d'autres. D'autant plus que je crois bien qu'il veut encore faire quelque chose pour moi. C'est un gentil garçon, un vrai camarade, avec qui je me sens à l'aise pour causer. Quoique si nous abordions certaines questions, nous n'aurions guère les mêmes idées, les mêmes sentiments. Mais il vaut mieux laisser cela de côté, n'est-ce pas, sans se quereller sur divergences d'opinion. Je trouve cela si bête et l'on peut se faire tant de mal de part et d'autre. » Voilà, Marthe Robin donc craint de faire de la peine à ce garçon. C'est certainement sur des sujets de religion qui n'ont pas la même opinion, car Louis Mondé est dans un milieu très, pas anticlérical, mais on va dire indifférent à la religion. En septembre 1928, donc à peu près 6-7 mois après l'avoir rencontré en mars, elle écrit à nouveau à Madame de Latour. « Monsieur Mondé est revenu aussi un après-midi, et malgré que je n'étais guère mieux, nous avons bien causé. Il m'avait apporté des photographies que lui-même avait tirées pour faire voir, entre autres, ses parents. » Voilà un jeune homme qui fait 2 km aller, 2 km retour pour venir la voir, qui vient la voir très régulièrement pendant 6 mois, et qui en septembre lui amène les photos de ses parents. Bernard Pérouse, qui n'est pas avare de révélations merveilleuses sur la vie spirituelle de Marthe Robin, nous raconte que fin septembre de cette même année, le couple signé, de très bons amis de Marthe Robin, lui offre un pèlerinage à Lourdes. Elle refuse. Et l'abbé Pérouse, qui est toujours plein d'interprétations formidables sur Marthe Robin, nous dit qu'elle ne veut pas s'éloigner de sa paroisse, elle veut continuer à souffrir et à se sacrifier pour le salut des paroissiens. C'est formidable. Toute jeune fille qui s'est intéressée à un garçon qui semblait s'intéresser à elle, c'est bien que ce n'est pas au moment où il vous amène les photos de ses parents qu'il faut s'en aller en pèlerinage. Bref, tout a l'air de bien se passer. Mais nous apprend le livre de Jean-Jacques Antier. Marthe Robin subit une attaque démoniaque début novembre. Le 3 novembre, elle subit une attaque diabolique particulièrement virulente. Des individus nus ou vêtus qui viennent près de son lit et la secouent, giflent, frappent violemment, la jettent à droite et à gauche, dit-on. On pense à des démons. Marthe raconte que le diable lui a donné un coup de poing et lui a cassé 2 dents. Marthe Robin serait maudite, d'après ses dires. Elle a manifestement une crise d'agitation car 2 dents sont effectivement cassées. Mais l'affaire ne s'arrête pas là, évidemment. Dans les archives départementales de la Drôme, on trouve en marge de l'acte de naissance de Marthe Achard, la voisine de Marthe Robin, qu'elle s'est mariée. Le 5 novembre avec M. Louis Mondé. 10 jours après, il en faut certainement autant pour qu'elle ait eu le courage d'écrire à Madame de Latour. Elle écrit donc « Savez-vous que je croquais les dragées de mariage ? Devinez de qui ? De M. Louis Mondé, le jeune homme de qui je vous ai si souvent parlé, se mariant avec Mademoiselle Achard, la coiffeuse. Ils sont mariés maintenant depuis lundi. On dit qu'il y a un enfant en route, ce qui gêne un peu les choses. Je ne sais si c'est vrai, m'occupant peu des faits et gestes du prochain. Si cela est vrai, le mariage arrangera tout cela. Je vous assure que j'ai peine à le croire. Ceci fait une telle différence avec le jeune homme au si grand cœur, si cérémonieux, que moi j'ai connu. »
Voilà donc ce que venait faire Louis Mondet quand il montait si souvent voir Marthe. Il visitait sa voisine Marcel Achard et il a poussé sa cour suffisamment loin avec elle pour qu'elle attende un enfant. On voit la différence entre les rêves de Marthe et la réalité. Alors, Conrad de Mester parle évidemment de cette lettre sans forcément comprendre tout ce qu'elle a impliqué pour Marthe Robin, qu'il s'agit là d'une déception sentimentale. Enfin, à mon avis, à vous de conclure de votre côté. Voilà. C'est Muison qui donne la fin de cette lettre. Et la fin de la lettre est absolument pathétique. Je me sens brisé physiquement, moralement, et serais mieux dans la terre que dessus. Voilà que Marthe Robin manifeste clairement son désir de mourir. Le rapport médical de 1942, qui a été établi en l'interrogeant précisément, complète l'histoire de ce mois de novembre. En novembre 1928, nouvel accident du même ordre. Hématémèse, méléna, vomissement, un peu moins inquiétant toutefois que l'année précédente, et qui disparaît cette fois-ci progressivement. Voilà quelle est la chronique de l'année 1928. J'ai presque envie de dire, à vous de conclure ce que signifie cette chronique quand on prend des éléments dans plusieurs sources. Personnellement, j'y vois une déception sentimentale, un désir de mourir qui en a suivi, et peut-être même une tentative de suicide par anticoagulant. Bien entendu, ça reste une spéculation, mais quand même beaucoup plus vraisemblable qu'une attaque démoniaque qui tombe de nulle part. Toute la vie de Marthe Robin, selon ses biographes, a été créée de la même façon. On vous raconte d'un côté des événements physiques, des maladies, des soucis, sans tenir compte aucunement de la réalité médicale, car dans l'examen de Marthe Robin qui a été fait par des neurologues hospitaliers, il n'y a strictement aucun signe clinique objectif. Marthe Robin n'était pas paralysée et elle n'était pas aveugle. On vous raconte des éléments sur sa vie privée, mais sans jamais les mettre en relation avec sa vie spirituelle. On vous raconte des miracles sur sa vie spirituelle, mais sans jamais les mettre en relation avec ses pseudo-maladies ou les événements touchant ses proches. Dans mon livre, j'ai relu ces trois types d'événements en parallèle. Et l'histoire qui émerge de cette remise en ordre chronologique rigoureuse est totalement différente de ce qu'on nous a raconté. On pourrait dire que ça n'a aucune importance si Marthe Robin n'était qu'une femme perturbée psychologiquement et affabulatrice. Le problème, c'est que Marthe Robin a exercé quelque chose qui est devenu habituel dans certains milieux d'église. C'est ce qu'on peut appeler le faux prophétisme. Elle a prétendu être dépositaire d'une parole divine. Dieu parlait par sa bouche, il n'y avait pas d'intermédiaire, et tout ce qu'elle pouvait nous dire était parole de Dieu. Il y a actuellement dans l'Église une quantité de gens qui se disent riches d'un charisme de prophétie et qui confondent ce qu'on appelle dans l'Église le fort interne et le fort externe. C'est-à-dire qu'ils présentent leur opinion comme si elle émanait de Dieu. Vous voyez, un jeune qui se pose la question du sacerdoce ou de la vie religieuse, on ne peut pas lui dire « Écoute, moi je suis doué d'un grand charisme de prophétie, je vais prier pour toi mon frère. Ah oui, 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 Dieu veut que tu sois prêtre. » C'est pas comme ça que ça marche. Dieu collabore avec notre libre arbitre pour nous faire discerner un chemin de bonheur, d'épanouissement et d'accomplissement. Il n'est pas question que des tierces personnes vous disent « Toi tu rentres dans les ordres, toi tu deviens bonne sœur, toi tu donnes tout ton argent, toi tu te mets à travailler gratuitement pour la communauté. » Ça ne se passe pas comme ça. Actuellement, les foyers de charité n'arrivent pas à se réformer. C'est tout à fait naturel car l'Église a proclamé Marthe Robin vénérable. Actuellement, l'Église pratique ce qu'on appelle des injonctions contradictoires. Elle dit au foyer « Réformez votre structure car il y a des tas de choses déviantes qui ne sont pas saintes ni saines dans votre structure. » Et en même temps, ils disent aux membres des foyers « Marthe Robin est vénérable. » Comment voulez-vous que ces gens-là réforment une structure qu'ils croient toujours provenir de Dieu directement par l'intermédiaire de Marthe Robin? Il faut bien être lucide, Marthe Robin a voulu la structure des foyers de charité, non pas parce que Dieu la lui avait prescrite, mais parce que ça correspondait à sa psychopathologie. Il est important de faire la vérité sur ce qui a motivé les actes de Marthe Robin, ce qui a créé sa vie, la réalité de sa vie et sa misère humaine. Peut-être ses élans spirituels, peut-être qu'elle en a eu de sincères, mais qui n'avaient absolument rien à voir avec la vie miraculeuse qu'on nous a racontée. Il n'y a que ce travail de vérité
qui permettra aux foyers de charité de faire un travail de reconstruction de leur histoire sainte, pour pouvoir à leur tour retirer dans leur structure ce qui provient de la psychopathologie de Marthe Robin. Les foyers de charité sont riches de vocations extrêmement généreuses, sincères, pieuses, de gens qui ont une véritable foi catholique, mais la façon dont ils ont été organisés avec un Père tout-puissant qui décide de ce qu'ils doivent faire comme s'ils étaient encore des enfants de 4-5 ans ne correspond pas à ce que veut l'Église. Dans tous les ordres religieux, ce sont les engagés qui votent et qui élisent leurs supérieurs. Les gens ont une longue période de formation avant de s'engager. Ils ont une formation théologique, philosophique, doctrinale. On ne les laisse pas s'engager au bout de quelques mois sans aucune réflexion et sans aucune formation sur ce que c'est que la spiritualité. Il y a donc des quantités de choses qui sont à réformer dans les foyers et je suis convaincue que c'est en faisant la vérité sur la vraie vie de Marthe Robin que l'on pourra aider les foyers à reconstruire leur histoire sainte et à subsister dans l'Église. Vous voyez, mon discours n'est pas polémique. Je sais que certains sont choqués par le ton de mon livre, parce qu'effectivement, la vie de Marthe Robin, telle qu'elle est dans sa réalité, a des côtés absolument répugnants. Mais il ne faut pas se leurrer, et je crois que je termine comme ça, la vraie vie de Marthe Robin est infiniment pitoyable, mais elle n'a strictement rien à voir avec ce qu'on vous a raconté. C'est pour ça que toutes mes découvertes sont maintenant dans ce livre. Il n'est en vente que sur Amazon, parce que je n'ai pas trouvé d'éditeur, ni catholique, ni laïque avec des départements de sciences humaines. Mais ma démarche a été purement chronologique, à partir d'événements que j'ai retrouvés en lisant toutes les biographies, même celles qu'on avait soigneusement dissimulées, et surtout en ouvrant les archives de l'état civil du département de la Drôme. C'est en ligne sur Internet, n'importe qui peut y avoir accès. Je vous remercie.